Bonjour et bienvenue dans le Lab Santé, le rendez-vous à ne pas manquer des acteurs de la santé. Alors en préambule, je tiens à m'excuser tout de suite car je m'étais engagé à ne pas faire, des portraits plus synthétiques de nos invités. Mais compte tenu de notre invité du jour, ce challenge me semble déjà impossible. J'ai l'honneur et un peu la pression de vous présenter le professeur Gilles Karcher, un homme dont le CV est si fourni qu'il pourrait servir de roman fleuve. Alors, vous avez commencé votre carrière en trompant votre monde, puisque vous avez fait Supélec, école d'ingénieurs réputée, où on forme l'élite technique. Puis, vous avez soutenu une thèse en informatique dans le laboratoire du professeur Hatton. Nous aurions pu vous attendre comme fondateur d'une start-up à succès, mais non. Au lieu de ça, vous décidez que la science, c'est bien, mais que la médecine, c'est mieux. Ni une ni deux, vous troquez les algorithmes contre les stéthoscopes pour devenir docteur en médecine, puis expert en médecine nucléaire. Imaginez la scène, un ingénieur qui se transforme en médecin, c'est comme un chef étoilé qui décide de devenir astronaute. Bien évidemment, le professeur Karcher excelle, chef de service, puis chef de pôle. Bref, il a dirigé tout ce qui bougeait et même ce qui ne bougeait pas trop au CHU de Nancy. Aujourd'hui, le professeur Karcher est professeur émérite, ce qui signifie qu'il a le droit de nous éclairer sans avoir nos copies à corriger. Et comme il ne sait pas s'arrêter, il continue de nous étonner avec ses responsabilités nationales et locales, et notamment avec Nancy Clotep, initié en 2007, projet qui a vocation à développer la médecine nucléaire. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet homme aux 1000 vies qui nous prouve qu'il y a plusieurs clés pour réussir sa carrière avec brio. Professeur Karcher, bonjour et bienvenue. Première question, est-ce que vous souhaitez apporter une précision à ce portrait ? Non, portrait élogieux, je ne sais pas s'il est mérité, mais effectivement, c'est juste. J'ai commencé des études d'ingénieur. En sortant des études d'ingénieur, j'avais encore, à l'époque, il y avait le service militaire encore, Oui. J'avais du succès, du sursis. Oui, Et j'ai décidé, pour des raisons un peu philosophiques d'ailleurs, de refaire médecine. d'accord. La vie, la biologie, ça me paraissait mystérieux et j'avais envie de comprendre. Donc j'ai refait médecine et assez naturellement, je suis tombé du côté technique de la médecine avec cette discipline formidable qu'est la médecine nucléaire. D'accord. Alors, il paraît que pour comprendre une personne, il faut connaître son enfance. Alors, professeur, d'où venez-vous et quelle a été votre enfance ? Alors moi, je suis un ancien pur sucre. D'accord. Je suis issu de on va dire, de la toute petite bourgeoisie nancéenne. Ok. Mon père était directeur d'une usine, d'une PME qui s'appelait la Vinaigrerie Klein, qui était entre Meurthe et Canal. D'accord. Et j'ai été élevé dans les quartiers industrieux de Nancy. À l'époque, il y avait la gare Saint-Georges, il y avait la Sanal, il y avait... et donc, c'est mon enfance. Et je suis resté à Nancy dans ce quartier jusqu'à mon bac. Et après, j'ai été faire classe préparatoire, Supélec. Et je suis revenu à Nancy pour faire médecine. D'accord. Alors, je vais vous demander un exercice particulier pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire un topo sur ce qu'est la médecine nucléaire et finalement nous faire la médecine nucléaire pour les nuls, brièvement, enfin de façon... Il me faut 5 heures, mais avec plaisir. Non, la médecine nucléaire, c'est par définition l'utilisation de molécules radiomarquées à des fins médicales. D'accord. Et donc, il y a deux grands types d'activités en médecine nucléaire. La plus connue, c'est ce qu'on appelle l'imagerie. Historiquement, les scintigraphies osseuse, scintigraphie cardiaque, scintigraphie pulmonaire, qui existent depuis les années 50. Plus récemment, depuis les années 2000, la tomographie par émission de positons, qu'on appelle les PET scans, avec une forte
forte orientation en oncologie. Donc ça, c'est le versant imagerie. Donc on choisit une molécule sur laquelle on attache un atome radioactif et cette molécule est censée aller se fixer sur l'organe qu'on veut étudier. D'accord. Parallèlement à ça, la deuxième activité de la médecine nucléaire, c'est la thérapie. Donc même principe, on prend une molécule qui est chargée de se fixer sur l'organe d'intérêt auquel on attache un atome radioactif, mais cet atome radioactif, au lieu d'être adapté pour faire de l'imagerie, est adapté pour faire de la thérapie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les rayonnements bêta- ou alpha, qui délivrent leur irradiation très localement. Donc la molécule, qu'on appelle la molécule vectrice, est chargée de reconnaître la tumeur. D'accord. Par des mécanismes biologiques classiques, antigènes, anticorps par exemple. Et une fois que la molécule qui a embarqué l'atome radioactif est fixée sur la tumeur, les atomes radioactifs se désintègrent et délivrent de l'irradiation localement. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée. Traitement par les rayons, radiothérapie, interne parce que la radioactivité est injectée au patient, et vectorisée parce qu'on a une molécule qui est chargée d'apporter la radioactivité sur l'organe d'intérêt. Ok. Quelles sont les avancées les plus excitantes dans votre domaine que le public devrait connaître? On peut remonter à un des grands bouleversements de la médecine nucléaire, c'était dans les années 2000 avec l'arrivée du PET scan, qui est notamment avec les médicaments qu'on injecte, ça s'appelle des médicaments radiopharmaceutiques, qui est pour le PET scan le plus connu et le plus utilisé s'appelle le FDG, fluorodéoxyglucose. Alors ça fait savant, mais ça veut dire du glucose, c'est le sucre, le même qu'on met dans le café, sur lequel on a attaché un atome de fluor. Et le principe, c'est que tous les organes ont besoin de sucre pour assurer leur métabolisme, et plus le métabolisme est actif, plus ils ont besoin de sucre. Et en particulier les tumeurs cancéreuses, qui ont un développement anarchique. Donc le PET scan avec le sucre radioactif a été très vite un examen qui s'est imposé dans les bilans en oncologie. Et ça a pris, ce qui est assez exceptionnel en médecine, ça a pris quelques années entre l'apparition des PET scans dans les hôpitaux en France et l'adoption de cette imagerie par les oncologues cliniciens. Donc ça, c'est la première, on va dire, révolution dans notre discipline. Et la deuxième, c'est précisément la radiothérapie interne vectorisée, qui est connue depuis les années 50, puisque c'est comme ça qu'on traite les cancers de la thyroïde. Les cancers de la thyroïde sont traités avec de l'iode radioactif depuis les années 50. Mais depuis 2015 à peu près, sont apparues de nouvelles applications en oncologie. Ça a commencé par des tumeurs un peu rares que sont les tumeurs neuroendocrines. Et ça a évolué avec le cancer de la prostate et des nouveaux traceurs qui sont actuellement en cours de mise sur le marché, qui s'intéressent au cancer du rein, cancer du sein, cancer pulmonaire. Donc, petit à petit, on s'adresse à de plus en plus de types de cancers. Ce qui fait la spécificité, c'est que chaque cancer a son propre médicament radiopharmaceutique, puisque les progrès de la médecine nucléaire sont drivés, si je puis dire, par les progrès de la biologie moléculaire. C'est-à-dire quand nos collègues biologistes découvrent un récepteur surexprimé sur tel type de tumeur, que des chimistes arrivent à radiomarquer un ligand ou un vecteur spécifique de ce récepteur, on a potentiellement un nouveau médicament radiopharmaceutique qu'on peut décliner, soit pour faire de l'imagerie, soit pour faire de la thérapie. La durée, justement, entre cette découverte habituellement, donc en dehors de ce cas précis, mais en règle générale, c'est quoi le délai entre une découverte comme ça et une mise sur le marché? Parce qu'avec les tests qui doivent être faits, etc., ça doit être extrêmement long. C'est classiquement une petite dizaine d'années. D'accord. Mais ça s'accélère. C'est-à-dire que les méthodologies étant beaucoup mieux connues, on peut aller chez les premiers essais cliniques chez l'homme assez vite. Et après, tout dépend du résultat des essais cliniques. Donc, on fait classiquement des essais cliniques de phase 1, phase 2, et en fonction des résultats, on passe à les phases 3, quelques centaines de patients pour vérifier l'efficacité clinique. Et si les résultats sont encourageants,
on peut aller assez vite vers des applications médicales, c'est-à-dire des autorisations de mise sur le marché, qui dépendent un peu aussi de la réactivité de nos agences réglementaires. D'accord. Vous êtes administrateur et fondateur du GIE Nancy Clotop. Pouvez-vous nous en dire plus sur la vocation de ce projet, s'il vous plaît? Alors, Nancy Clotop est né du fait majeur, précisément quand dans les années 2000, on a commencé à déployer la tomographie par émission de positons en France. Nancy, qui était déjà un gros CHU avec un gros service de médecine nucléaire, a été choisi pour y installer le premier site de production de FDG, de médicaments radioactifs, qui a été implanté grâce à des soutiens politiques entre l'université, la région, la métropole. Le cyclotron et l'unité de production de ces médicaments ont été implantés sur le site du CHU de Brabois. Et donc, dès 2001, le CHU de Nancy a été le premier CHU de France équipé d'un PET scan. Et l'activité a démarré très fort. Et en 2004, suite d'ailleurs aux élections régionales, un peu le jeu de chaises musicales dans notre environnement politique, on a commencé à porter un projet qui consisterait à développer une structure pour favoriser la recherche, le développement et le développement économique autour de la médecine nucléaire. L'idée, c'était de créer un écosystème qui va de la recherche un peu amont aux essais cliniques et avec une ouverture sur le développement industriel. Donc ça a été décidé en 2004 et ça a été mis en œuvre en 2007 avec un premier laboratoire de R&D pour faire de la radiochimie et radiopharmacie, une plateforme d'imagerie préclinique et un deuxième PET scan pour faire face à l'augmentation de l'activité clinique et de l'activité de recherche clinique. Ça, c'est la naissance de Nancy Clotop, avec très clairement un soutien très massif de nos 3 collectivités territoriales, métropole, département, région, qui depuis n'ont pas cessé de nous accompagner avec bienveillance et qui a permis de créer d'emblée une structure très originale parce que c'est un GIE public-privé de droit privé et dans ses statuts, qui ont été décidés par les financeurs, c'est-à-dire par les collectivités. Sûr. Dans ces statuts, c'est clairement décrit qu'un des objectifs, c'est de faire du développement économique, de la collaboration industrielle, que cette structure doit être autofinancée. Donc, d'emblée, il y a une connotation un peu industrielle, autofinancement, ce qui allait bien avec ma culture d'ingénieur. Oui, d'accord. Alors, comment Nancy Clotop parvient-elle concrètement à faciliter l'utilisation de ces techniques innovantes en imagerie moléculaire et notamment en pratique médicale courante? Alors, ça fait partie de l'ADN de Nancy Clotop, c'est accélérer le transfert de la recherche à la clinique. Alors, soit de la recherche qu'on peut porter nous en interne, soit de la recherche qui est portée par les industriels du domaine. Et donc, dès le départ, on a construit d'abord un plateau technique très important, puisque maintenant, on a 4 PET scans, dont 3 qui sont exploités par Nancy Clotop. On a tout ce qu'il faut pour faire de la production de médicaments radiopharmaceutiques pour essais cliniques, grâce à un des membres de Nancy Clotop qui s'appelle Posifit. Et on a une grosse équipe médicale qui est portée par le CHU, plus les équipes de recherche portées par l'université. Donc, on a créé un écosystème assez cohérent, ce qui fait que les industriels qui ont des projets en phase 1, phase 2, savent qu'ils peuvent venir à Nancy. Ils savent qu'ils trouveront à Nancy une organisation très professionnelle sur les essais cliniques. Ça commence par les études de phase 1, ça continue en phase 2, en phase 3. Et évidemment, tout ça, ça crée une expérience pour les équipes médicales, à la fois sur l'interprétation des images, sur tous les aspects plus techniques qu'on appelle la dosimétrie, le traitement d'images, ce qui fait qu'on a un service qui a une vraie culture de la recherche. Et tout le monde sait dans le monde médical que la recherche clinique, c'est un des facteurs de qualité du système de soins. Plus on fait de recherche clinique, plus on a des soins de qualité. Parce que la recherche clinique, ça impose une méthodologie extrêmement rigoureuse. Donc,
quand on fait de la recherche clinique, on est obligé d'être très rigoureux dans ce qu'on fait. Et cette rigueur, elle se traduit dans la suite quand les produits arrivent sur le marché. Donc ça veut dire que on peut faire bénéficier les patients des innovations thérapeutiques, diagnostiques ou thérapeutiques, s'ils rentrent dans les essais cliniques. Et dès que les produits sont sur le marché, on est prêt. Et on est prêt à développer ça. L'effectif de ce groupement-là, on parle de combien de personnes qui sont intégrées au projet Nancyclotep? Une trentaine de personnes. Ouais, d'accord. Une trentaine de personnes, dont la moitié dédiée à la clinique, recherche clinique, et l'autre moitié dédiée sur les aspects plus techniques, recherche, dosimétrie, traitement d'image et production de médicaments radiopharmaceutiques. Comment ça se passe? Parce que je suppose qu'il doit y avoir d'autres centres, que ce soit des groupements similaires, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce qu'il y a une concurrence sur ces centres, ou est-ce que finalement il y a une certaine collaboration, dans le sens où on va dire que Nancyclotep est un peu spécialisé sur ce segment-là, ou au contraire vous essayez d'être plutôt attractif par rapport à d'autres centres d'essais, de choses comme ça? Non, on n'a pas réellement de spécificité thématique. D'accord. On a, en fonction de l'appétence des collègues, on peut avoir une appétence particulière, par exemple en neurologie, neuroimagerie, cardiovasculaire. Mais l'objectif réellement de Nancyclotep, c'est de créer l'infrastructure. D'accord. C'est-à-dire, c'est de créer l'environnement, l'infrastructure qui permet de faire tous les essais cliniques dans notre domaine. Donc, ça a été une volonté dès le départ de dire on ne veut pas se thématiser. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire nous, on est les spécialistes du lymphome et tout le reste ne nous intéresse pas. Nous, on est les spécialistes de tout. C'est-à-dire qu'on est les spécialistes de la mise en œuvre et de l'accélération du transfert de la recherche aux applications cliniques, toutes pathologies confondues. Parce qu'en fait, quelle que soit la pathologie sur laquelle on s'adresse, tout l'environnement technique qui est autour, c'est similaire. Seule la molécule vectrice va changer. Mais tout le reste, ça s'adapte à toutes les pathologies. Donc, c'est une volonté très claire de dire on ne se spécialise pas. Alors, évidemment, notamment dans le cadre des essais cliniques un peu avancés, on participe à des essais cliniques multicentriques. Donc, on est amené à collaborer avec l'ensemble des collègues français et européens qui participent aux mêmes essais cliniques. Ce qui est plutôt intéressant, parce qu'effectivement, ça vous évite de vous fermer des portes et de pouvoir avoir une réponse plutôt globale. Comment le CHR de Nancy, l'Université de Lorraine... Le CHRU, pardon, effectivement. Le CHRU de Nancy, l'Université de Lorraine et la société Posifit collaborent-ils au sein du GIE? Et quel est le rôle de chacun? Comment, en fait, quelles sont les répartitions et les missions? Alors, donc c'est assez logique. L'université, son rôle, c'est de favoriser la recherche amont. Donc, soit par du personnel propre, puisque le GIE Nancyclotep a en propre des laboratoires de recherche et développement en radiochimie, radiopharmacie, qui peut accueillir des chercheurs et des enseignants-chercheurs de l'université et qui crée des collaborations avec l'environnement académique. Notamment, je pense aux laboratoires qui font de la chimie, de la radiochimie, les écoles d'ingénieurs comme l'ENSIC, les laboratoires de biologie qui sont dans notre environnement. Donc ça, c'est l'aspect universitaire. Le CHU, c'est un peu le centre du dispositif, puisque c'est tous les PET scans de Nancyclotep sont installés au service de médecine nucléaire du CHU de Nancy. Donc, quand vous venez au service de médecine nucléaire, vous ne savez pas qu'est-ce qui appartient à Nancyclotep, qu'est-ce qui appartient au CHU. Donc le CHU nous accueille dans ses locaux. C'est le CHU qui, évidemment, fournit toutes les ressources humaines médicales et paramédicales, plus tout notre environnement. L'environnement, les médecins, les chirurgiens, les biologistes, tout ça, tout cet environnement, c'est porté par le CHU, avec la proximité avec l'ICL, puisqu'on parle beaucoup d'oncologie, donc évidemment, on a des relations avec l'ICL. Le CHU porte également, Nancyclotep et le CHU collaborent très étroitement pour l'organisation des essais cliniques. Donc, réglementairement, les essais cliniques sont portés par le CHU, mais Nancyclotep apporte sa propre équipe. On a 6 personnes à Nancyclotep qui sont exclusivement dédiées au suivi des essais cliniques.
Et on a les autorisations, par exemple, pour faire des essais cliniques de phase 1. Donc, essais cliniques de phase 1, ça veut dire première fois chez l'homme. Donc, c'est des essais cliniques très, très spécifiques. Et la société Posifit, son objectif, c'est de produire les médicaments radiopharmaceutiques pour les essais cliniques. Donc, c'est un petit établissement pharmaceutique qui est autorisé par les autorités sanitaires, mais dont le but n'est pas de produire des médicaments pour livrer l'Europe entière, mais très clairement de produire des médicaments pour des essais cliniques. Ça veut dire des médicaments spécifiques, quelques doses par semaine, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais c'est ce qui fait l'attractivité de Nancy, c'est-à-dire que les industriels qui sont souvent des industriels qui viennent des États-Unis ou d'Australie ou d'Asie, quand ils veulent faire des essais cliniques en Europe, ils cherchent d'abord des compétences médicales, l'accès aux patients, les médecins, le plateau technique, mais ils cherchent aussi des solutions pour produire les médicaments radiopharmaceutiques. La spécificité de ces médicaments, c'est qu'ils ne se stockent pas, compte tenu de la décroissance radioactive. Donc, ça doit être produit, on va dire, locaux-régionalement. Donc ça, c'est le rôle de Posifit. Ce qui fait qu'on a assemblé tous les éléments de la chaîne de valeur pour pouvoir accélérer les essais cliniques. Alors, comment les innovations de Nancy Clotep se traduisent-elles de façon tangible pour les patients? Est-ce que, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, les patients peuvent déjà bénéficier de ces essais? Quel est le processus? Donc, les patients peuvent, dans un premier temps, bénéficier des essais cliniques précoces. D'accord. Donc, ces essais cliniques sont extrêmement réglementés. Il y a J'imagine. des autorisations comité d'éthique, autorisations scientifiques, autorisations par la NSM, enfin par les agences sanitaires. Et des innovations thérapeutiques ou diagnostiques peuvent être proposées aux patients. Donc, si les patients acceptent de rentrer dans un essai clinique, ils peuvent bénéficier de ces innovations très tôt, en prenant le risque, comme pour les essais cliniques, que les résultats attendus ne soient pas satisfaisants, pas forcément satisfaisants. Mais ça, tous les essais cliniques sont construits autour de ça. Donc ça permet notamment quand on est sur des essais de phase 2 ou phase 3, on commence à avoir d'assez bonnes raisons de penser que ces essais cliniques sont efficaces. Donc, ça permet de proposer aux patients de rentrer dans ces protocoles progressivement et précocement. Et puis, le deuxième aspect, c'est dès que le médicament arrive sur le marché, nous, on est prêt. On sait le fabriquer, on a la logistique, on a le savoir-faire, on a la méthodologie. Et le deuxième aspect qui est apporté par Nancy Clotep, c'est la montée en compétence des équipes médicales. Qu'on disait tout à l'heure, le fait de participer à des essais cliniques, ça crée de la qualité de soins à tous les niveaux, que ce soit au niveau des paramédicaux, des manip radio, des médecins, et aussi de notre environnement un peu méthodologique, qui est quels sont les meilleurs protocoles d'imagerie, les meilleurs protocoles de traitement d'image, tous les aspects, on va dire, numériques, de segmentation d'image, de quantification, de dosimétrie. Tout ça, ça fait partie de la culture qui est portée par les essais cliniques et sur lequel on prétend raisonnablement être en avance sur les autres. D'accord. Quand vous parlez de phase 1, phase 1, phase 2, phase 3, est-ce que vous pouvez nous décrire ces différentes phases? Est-ce qu'on parle, c'est essentiellement en fait par rapport au nombre de patients tests, quelles sont ces différentes phases? Alors, pour la définition des phases en médecine nucléaire peut être un peu différente de celle des médicaments classiques, mais une étude de phase 1, c'est des études première fois chez l'homme, chez qui on va vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire indésirable et que le produit se fixe bien là où doit se fixer. En clair, si on teste un nouveau médicament pour le cancer du rein, on va prendre des patients volontaires, porteurs d'un cancer du rein de tel type, et on va vérifier que le produit se fixe bien là où il est censé se fixer et ne se fixe pas dans des endroits qui pourraient poser problème. Donc, c'est quelques dizaines de patients. Une étude phase 1, c'est 15-20 patients.
Ça permet de valider le process. Soit il y a un problème, le produit se fixe pas là où il faut, on arrête et on change, on corrige on part au départ. Soit les essais sont concluants, et à ce moment-là, on passe en phase 2. Et l'idée de la phase 2, c'est, on va dire, 50 patients, quelque chose comme ça. C'est de commencer à mesurer l'efficacité du produit. C'est-à-dire commencer à faire un peu de statistiques en disant, dans X% des patients, on a tel type de résultat ou tel type d'effet secondaire. Donc, on commence à avoir des analyses statistiques quantitatives sur les patients. Si c'est satisfaisant, on passe en phase 3. Et là, on est plutôt quelques centaines de patients. Donc là, la phase 3, c'est quasi tout le temps des études multicentriques. Et là, c'est pour préparer la mise sur le marché. Quelques centaines de patients, on vérifie que, là encore, les statistiques, pour comparer l'efficacité du produit par rapport à d'autres produits, d'autres méthodologies, et pour avoir des arguments pour aller vers les autorités sanitaires pour dire, voilà, on a un nouveau médicament pour le traitement de tel type de cancer ou pour l'imagerie de tel type de cancer. Il est supérieur ou il semble supérieur à ce qui existe déjà sur le marché. Donc, ça justifie une autorisation de mise sur le marché. Voilà, ça, c'est l'histoire complète du médicament. Qui vous donne les autorisations de passer de phase 1, phase 2, phase 3 ? C'est la NSM ? C'est la NSM. Okay. Enfin, en France, c'est la NSM ou en Europe, c'est l'Agence européenne du médicament. Et à chaque fois, c'est un nouveau dossier. C'est-à-dire que c'est l'industriel, qu'on appelle le sponsor, hein, qui, au vu des résultats de son étude de phase 1, va construire un protocole pour l'étude de phase 2 avec un dossier qu'il soumet aux autorités qui acceptent ou pas. Et pareil, quand l'étude de phase 2 est terminée, il y a publication des résultats. En fonction de ces résultats, les autorités peuvent délivrer l'autorisation. Et souvent, on change le protocole entre oui, j'imagine. Voilà. Donc, c'est à chaque fois, on réécrit un nouveau protocole qui est accepté ou non en fonction des résultats préalables. C'est des protocoles et des requêtes, enfin des analyses qui sont publiées. Ça fait partie des publications. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend de la politique du sponsor. D'accord. Du sponsor. Soit les sponsors qui acceptent de publier les résultats parce que voilà, ça fait partie de la science, soit il y en a d'autres qui préfèrent garder les résultats confidentiels. Oui, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui vienne... Par exemple. Oui, bien sûr. Mais en général, c'est plutôt publié. Dans la majorité des cas, les résultats sont publiés. Et en tout cas, même s'ils ne sont pas publiés, ça fait l'objet d'un compte-rendu d'études absolument complet, qui est normé d'ailleurs pour les autorités sanitaires. Et même si en cas d'échec, il y a un rapport complet de l'essai clinique qui est remis aux autorités sanitaires pour constater l'échec éventuel. D'accord. Quel est le modèle de revenu de la plateforme ? S'agit-il principalement de vente de radiopharmaceutiques, de services de recherche pour l'industrie, ou d'autres ressources financières ? Donc, on a très clairement deux types principaux de ressources, 3. La première, c'est de l'activité médicale. D'accord. Puisque les créateurs de l'encyclotep et les agences régionales de santé ont donné l'autorisation des PET scans supplémentaires financés par l'encyclotep, un encyclotep, donc ce qui permet d'alimenter des revenus récurrents sur l'activité médicale. La deuxième type de revenu, c'est les contrats industriels. Oui. Tous les études dont on vient parler, phase 1, phase 2, font l'objet de contrats. Alors, il y a une partie des contrats qui sont gérés en direct par le CHU. OK. Mais une partie du contrat qui sont les prestations de services spécifiques rendues par un encyclotep. Et le troisième type de revenus, c'est la recherche académique, c'est-à-dire les financements classiques de la recherche académique dans le domaine médical. C'est par exemple ce qu'on appelle les PHRC, programmes hospitaliers de recherche clinique, qui sont des programmes gérés par le ministère de la Santé pour faciliter les recherches. À ce moment-là, il n'y a pas de sponsor, c'est de la recherche académique pure, mais avec des budgets affectés à ça. Est-ce que vous pouvez, alors sans rentrer trop dans les détails, mais
quelle est la fourchette, quel est le budget de fonctionnement d'une telle structure? Parce que j'imagine qu'au vu donc, des 30 collaborateurs, des machines, et tout cela doit nécessiter, et de façon à garder en fait votre performance et votre compétitivité, ça doit nécessiter quand même des moyens importants. Et force est de constater que bravo, la Lorraine ou Nancy, en tout cas, sait répondre présent à cet enjeu. On va dire, pour répondre, c'est quelques millions d'euros de chiffre d'affaires par an. D'accord. Voilà. Donc ça permet clairement de... Mais c'est l'intelligence, c'est vraiment l'intelligence du montage, et je voudrais insister là-dessus. Le montage du GE Nancy Cotep est quelque chose de très malin. Et je le dis d'autant plus volontiers que ça a été décidé plutôt par les collectivités territoriales. C'est elles qui nous ont accompagnés dans l'écriture des statuts. D'accord. Et ces statuts ont été faits précisément pour garantir l'indépendance financière de Nancy Cotep. C'est-à-dire pour donner à Nancy Cotep les moyens de sa politique, pour faire simple. Et donc, tous les partenaires jouent le jeu. Et en gros, un GIE, normalement, les revenus repartent à ses membres. Hein. Donc oui. Là, les 3 membres ont décidé dès le départ, collégialement, de dire les revenus, les résultats de Nancy Cotep restent dans Nancy Cotep. Ouais, super. L'idée, c'est qu'aucun des 3 partenaires, l'université, le CHU et la société Posifit, n'a investi initialement dans Nancy Cotep. Ça a été des subventions publiques. Donc l'idée, c'est de dire aucun des 3 partenaires n'est légitime pour recevoir des revenus de ça. En revanche, on laisse les revenus, les capitaux, ce qui donne des moyens financiers pour faire des travailler projets... sur la performance de la société. Et pour faire des projets innovants, pour essayer d'être toujours en avance sur la technologie dans notre domaine. Si Nancy Cotep et le service de médecine nucléaire de Nancy marchent très bien, c'est bien sûr parce qu'on est très intelligent, mais c'est aussi et peut-être surtout parce qu'on a eu la chance de bénéficier d'un plateau technique exceptionnel en qualité. Et dans notre discipline qui est technique, si on n'a pas un plateau technique top niveau, voilà, on n'est plus dans la course. Donc il était très important de garder les moyens financiers, les moyens de notre politique, hein, tout simplement, de rester au top niveau en termes d'équipement et en termes de ressources humaines. Voilà. Et ça, c'est le montage initial qui permet ça. Bravo pour ce montage. Est-ce que quels sont les investissements futurs et les futurs projets structurels de Nancy Cotep? Alors, il y a 2 sujets là-dedans. On en parlera peut-être plus tard. Il y a ce qu'on appelle le projet Proterium, oui, qui est un projet de production industrielle de médicaments. Ça fait partie justement de mes questions, oui. Mais en ce qui concerne Nancy Cotep, il y a deux projets d'inégale importance. Le premier projet, c'est de développer des méthodologies originales de validation des médicaments radiopharmaceutiques. Quand on fait des nouveaux médicaments pharmaceutiques en préclinique, c'est-à-dire avant d'arriver en phase 1, classiquement, on teste ces produits chez les animaux, chez les rongeurs, les souris. Ce qui est probablement pas la façon la plus maligne de faire, mais on le fait parce que tout le monde a toujours fait comme ça. Donc il y a une forme de conformisme scientifique. Oui, bien sûr. Et donc l'idée, c'est de dire, comme ces médicaments en phase de recherche ont vocation à être utilisés chez l'homme, que c'est beaucoup des médicaments à base d'anticorps ou de fragments d'anticorps, on est très spécifique de l'espèce, si je puis dire. Donc, tout ce qu'on fait chez l'animal, on n'a aucune garantie que ça marchera chez l'homme. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place une plateforme de validation en préclinique ex vivo chez l'homme, c'est-à-dire en clair sur des pièces opératoires ou des biopsies. D'accord. Et comme on a la chance d'être dans un environnement hospitalier très riche, à peu près tout type de pathologie, notamment cancéreuse, est opéré tous les jours entre le CHU et l'ICL. Donc, on a la possibilité de récupérer facilement des pièces opératoires et de tester sur des méthodes analogues à ce que font les anapathes, de tester très précocement, de vérifier si le produit se fixe bien au bon endroit sur des lames avant de passer chez l'animal. Ça permet de gagner du temps. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est beaucoup plus important, c'est de se doter
allez, 2026. Hein, oui, donc demain. Demain. De ce qu'on appelle des PET corps entiers. Donc ça, c'est les évolutions technologiques. Un PET scan classique, c'est comme ça ressemble à un scanner ou une IRM. Ça vous fait des images par tranche de 20 cm. Donc pour faire le corps entier, on déplace le patient. D'accord. Et là, il y a une société qui a développé, qui a mis sur le marché un PET scan corps entier qui fait 1,93 m de long. D'accord. C'est-à-dire qu'en clair, on met le patient en entier dans le tunnel. Et en 3 minutes, on a l'imagerie PET scan corps entier du... Incroyable. Et ça donc c'est un progrès en soi. Et d'autre part, ça permet surtout de faire des analyses cinétiques. C'est-à-dire qu'on injecte le patient quand il est dans la machine et on regarde ce qui se passe dans les premières minutes de la diffusion du produit dans le patient. Et donc d'en retirer des informations sur la cinétique précoce de fixation dans les tumeurs. Une tumeur qui fixe plus vite le produit qu'une autre, ça n'a probablement pas le même métabolisme. Et ces machines ont l'avantage d'avoir des sensibilités 40 fois supérieure aux machines classiques. Donc, ça permet de faire de l'imagerie avec des très, très faibles doses. Avec une précision absolument... Voilà. Et une des applications, en dehors des aspects méthodologiques en oncologie, on souhaite développer des applications dans le domaine de l'addictologie. D'accord. Tabac, drogue. OK. Opiacés, opioïdes, drogue de synthèse, puisqu'on connaît à peu près rien de la biodistribution de ces drogues dans l'organisme. D'accord. Alors, la plus simple, la plus connue, c'est le tabac. OK. Donc, on sait à peu près la nicotine, où ça se fixe sur le cerveau, mais on ne sait pas où ça se fixe ailleurs, dans le corps humain. Et surtout, on ne sait rien des nouveaux modes d'administration de la nicotine. Donc, les sachets à bien sûr. Les cigarettes électroniques. Les vapoteuses, les dérivés de la nicotine, puisque notre industrie du tabac, qui est quand même très inventive, elle vous met sur le marché des produits garantis sans nicotine. Donc, c'est effectivement pas de la nicotine, c'est juste un dérivé de la nicotine qui s'appelle la méthylnicotine. D'accord. Donc, ça échappe à toute la réglementation sur la nicotine, sauf que c'est 4 fois plus addictif que de la nicotine. OK. Voilà. Donc, l'idée, c'est avec ces machines-là, on peut radiomarquer la nicotine. Donc, on prend de la nicotine, on la marque avec un isotope du carbone qui s'appelle le carbone 11. Mais comme des marquages, il y a très peu de quantité, on a besoin de machines très, très sensibles. Et on peut faire la même chose avec les drogues dures, et notamment ce qui pose un vrai problème de santé publique, les drogues de synthèse qu'on voit débarquer sur le marché tous les 3 mois. Qui sont très présentes notamment aux États-Unis. Qui vous transforment des populations entières en zombies, et sur lesquelles on n'a aucune idée. Donc l'idée qui est derrière, c'est de dire on va faire à Nancy le centre de référence en imagerie des addictions. Ouais, super. Centre européen, voilà. Vous voulez un ordre de grandeur de prix ? Je vois dans vos yeux que vous avez envie de savoir combien ça va coûter. La machine coûte environ 10 millions d'euros. Oui, OK. Et si on met un environnement, parce qu'il faut mettre un environnement scientifique, pharmacocinétique, radiomarquage, c'est un projet en gros à 15 millions d'euros, mais sur lequel on peut espérer avoir des aides, notamment au niveau de l'Europe, certainement. Au niveau de l'Europe et des dispositifs de lutte contre le tabagie et contre les drogues. Voilà. Non, mais quand on dit 12... avant qu'on parle du montant, j'avais en tête un prix de 12 millions d'euros. Je me disais, c'est à peu près cette fourchette-là. Alors, quand on annonce un prix comme ça peut paraître très, très important. Mais finalement, mis au rapport de ce que toutes ces addictologies peuvent coûter à la société, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, ça reste raisonnable. Ça reste extrêmement plus cohérent. Que des domaines sur lesquels on ne connaît rien. Oui, tout à fait, absolument. Il n'y a pas de données, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment ça se fixe, avec quelle vitesse. Donc, il y a tout à apprendre sur un sujet qui est effectivement un sujet de société quand même. Et donc, ça, sur ce projet qui est passionnant, ça veut dire on peut espérer 2026 que vous soyez doté de ce PET scan corps entier. PET scan corps entier, pardon. L'équipe en tant que telle est déjà ciblée. Enfin, vous avez déjà des collaborateurs. On a les forces, le noyau dur de Nancy Clotep, mais très clairement sur un projet comme ça, il faut embaucher à la louche une dizaine de personnes.
des méthodologistes, des radiochimistes, parce que tous ces produits seront marqués avec le carbone 11. Alors, carbone 11, c'est l'avantage, comme c'est du carbone, on retrouve du carbone dans toutes les molécules organiques, donc on peut marquer la molécule sans modifier sa structure chimique. Le petit inconvénient du carbone 11, c'est que sa période radioactive est de 20 minutes. C'est-à-dire toutes les 20 minutes, on en perd la moitié. Ça veut dire qu'entre le moment où on fait la synthèse du produit, qu'on l'injecte chez le patient et qu'on fait l'imagerie, on ne doit pas dépasser 1h30. Donc, il faut pouvoir le faire sur place. Il faut pouvoir avoir une machine très haute sensibilité. Donc, c'est pour ça que c'est mal connu et mal étudié. C'est parce que c'est compliqué techniquement à faire. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de compléter l'équipe par des spécialistes de la chimie du carbone et par des méthodologistes, parce que derrière, il y a du traitement d'image, de la segmentation, un peu d'intelligence artificielle pour faire du débruitage et des choses de ce genre. D'accord. Nous avons commencé à évoquer tout à l'heure un deuxième projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors ce deuxième projet, c'est Proterium. Oui. Proterium, c'est un projet purement industriel, donc qui n'est juridiquement pas lié à Nancy Clotep. Mais c'est fonctionnellement, c'est l'enfant de Nancy Clotep, dans ce sens où l'idée, c'est d'avoir des moyens de production de médicaments radiopharmaceutiques qui sont sur le marché. Et cette idée, elle est née des industriels qui viennent à Nancy pour faire des essais cliniques précoces et qui nous disent on cherche des solutions de production industrielle en Europe. Ils viennent généralement d'Amérique du Nord, d'Asie. Donc, ils ont deux solutions. Trois solutions. Soit ils vont voir des industriels du domaine existant, les Novartis, Curium, qui gentiment leur font un bras d'honneur pour rester polis en leur disant nous, on n'a pas vocation à faire émerger des concurrents. Oui, c'est clair. Et puis nos lignes de production sont pleines. Oui, bien sûr. Soit on fait appel à ce qui est très courant dans l'industrie pharmaceutique, la sous-traitance. Donc, le cycle dans l'industrie pharmaceutique, ça s'appelle les CMO, Contract Manufacturing Organization. C'est les sous-traitants pour l'industrie pharmaceutique. Qui sont beaucoup en Inde, notamment, c'est ça? En Inde, mais il y en a aussi en France. Hein. D'accord. Mais dans le domaine des médicaments radiopharmaceutiques, il y en a très peu. C'est hyper spécialisé. Et la troisième solution qu'ils ont, c'est de fabriquer leur propre usine. Mais fabriquer leur propre usine, ça veut dire trouver un terrain, comprendre les règles d'urbanisme, les règles de protection de la biodiversité 4 saisons, les ICPE. Bon. Ouais. Donc, le premier qui nous a dit ça, on lui a dit, chacun son problème. Ouais. Mais le troisième qui nous a dit la même chose, on a dit, il y a un besoin. Et donc, dans la même idée de Nancy Clotep, l'objectif, c'est d'accélérer le transfert, avoir une super molécule qui a réussi tous ces essais cliniques et pas être capable de la produire, c'est comme si on n'avait rien fait. Ouais, c'est extrêmement frustrant. Voilà. Donc, on a décidé avec deux de mes associés de dire on va, pour faire du jargon américain, on va adresser ce problème, c'est-à-dire qu'on va régler ce problème, c'est-à-dire qu'on va trouver une solution pour pouvoir produire des médicaments radiopharmaceutiques pour des donneurs d'ordre, qui seront les sociétés qui finalisent leurs essais cliniques phase 3. Et donc, on a identifié un site qui est à Gondreville. D'accord. Les anciens locaux d'Atlas, que tout le monde connaît à Nancy. Oui, absolument. Donc, c'est les anciens entrepôts. Il y a 7000 mètres carrés. Il y a 7,50 mètres de plafond. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on va créer 4 mini-usines, c'est-à-dire 4 modules de production indépendants qui sont en capacité de produire 4 ou plus médicaments différents pour le compte des sociétés étrangères qui voudront s'adresser au marché européen. Et comme on parle de produits essentiellement de thérapie, ces produits ont des durées de vie, des périodes radioactives de l'ordre du jour, ce qui veut dire qu'elles sont livrables dans un rayon de 2000 km. Donc quand on est à Nancy et quand on regarde la carte, Nancy, c'est pas loin d'être le centre de l'Europe occidentale. C'est ce que j'allais vous dire. On est presque au cœur de l'Europe. On est au cœur de l'Europe, absolument. Donc on est en capacité, on sera en capacité de livrer l'Europe à partir du site de Gondreville. Le calendrier, on est en phase de finalisation du tour de table. Le calendrier, c'est début des travaux à la fin de l'année, 1 an de travaux et début des opérations effectives, début 2027. Bravo, c'est super.
C'est super parce que, encore une fois, on est dans l'innovation et dans des choses absolument formidables. C'est des projets qui sont créatrices, c'est des projets qui sont créateurs d'emplois. Et puis, encore une fois, qui font rayonner de façon extrêmement brillante la région et Nancy notamment. Ouais. Alors, vous allez dire que je suis focus là-dessus, mais c'est des projets industriels qui sont intéressants. Là, c'est pareil, on parle d'un tour de table c'est quoi le tour de table pour un tel projet? Il n'y a pas de secret, hein, on a largement communiqué là-dessus. Il faut à peu près 15 millions pour démarrer. D'accord. L'idée, c'est de démarrer avec deux modules, hein, de Okay. mini-usines. Une première qui sera plutôt recherche, développement et fabrication, OK. pour des molécules pas forcément bien finalisées en termes de process. Et l'autre, de la production industrielle pure pour un donneur d'ordre. Et une fois que ça s'est commencé, on construira les modules complémentaires. On a la place d'en mettre 3 autres au fur et à mesure des demandes des clients. Tant qu'on est sur la partie, financière ou un petit peu business, est-ce que quand on est administrateur et chef d'orchestre d'un tel environnement, que ce soit sur Proterium et sur Nancy Clotep, est-ce qu'on est, par la force des choses, attentif à toute la partie remboursement? Puisque finalement, on sait que les patrons de laboratoire sont très attentifs au remboursement des médicaments. Est-ce que vous avez la nécessité, d'un point de vue business, d'être attentif à ça, ou vous travaillez avec la casquette de dire de toute façon, on n'a pas à prendre ça en considération. Nous, notre objectif, c'est d'apporter des solutions concrètes. Comment on arrive à avoir cette Donc, clairement, on est plutôt sur la deuxième solution, c'est-à-dire que Je comprends. le remboursement des coûts de santé, c'est des problèmes très compliqués. Si on parle de radiothérapie interne vectorisée, on est sur des ordres de grandeur de remboursement qui ressemblent aux chimiothérapies. D'accord. On est à 10 000, 15 000 euros la dose. Oui. 100 000 euros pour un patient, un traitement complet. Donc ça, c'est les systèmes de santé qui doivent décider qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui n'est pas soutenable. Mais ça se fera, en général, ça ne se fait pas dans la brutalité. Oui. Il y a une phase dans laquelle les politiques sont quand même ont une tâche compliquée là-dessus. Bien sûr, oui. C'est quand même compliqué de refuser des innovations thérapeutiques. Et inversement, faut rester raisonnable. Il y a une question d'affectation de ressources. Donc nous, on s'adaptera. Oui. On s'adaptera. Et j'allais dire, c'est surtout nos clients qui s'adapteront. Parce que nous, on fabrique pour des clients, c'est les clients qui vont vendre. Mais on s'adaptera. Mais ça ne va pas se faire brutalement. On reste encore actuellement sur des niveaux de remboursement dans ces produits-là innovants qui restent confortables. D'accord. Mais c'est à peu près écrit que dans les années qui viennent, ça va diminuer. Ça sera amené à diminuer. Ce qui est logique. Inversement, ce qui justifie le prix de ces produits, c'est le prix de la recherche amont. Mmh. C'est tout ce dont on a parlé, les études précliniques, les phases 1, les phases 2, ça coûte des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Après ça, une fois que le produit est sur le marché, voilà, on peut admettre que les prix progressivement vont baisser. Mais voilà, ça, c'est pas notre sujet. Oui, c'est pas votre sujet. Ouais, on s'adaptera. Le sujet, pour nous, c'est on accélère de la recherche à la mise sur le marché, enfin à la mise à disposition de la population. Et s'il faut passer par la production industrielle, on passe par la production industrielle. S'il faut passer la serpillière par terre, on passera la serpillière par terre. Bravo, c'est super parce que le fait de vous entendre avec toutes ces innovations et ces projets nous prouve que le discours à chaque fois de dire que la France c'est pas bien, il y a pas ci, il y a pas ça. Moi je trouve que votre discours est extrêmement positif et certes on a plein de choses que nous pourrions améliorer, mais force est de constater que nous restons quand même au cœur des innovations et que la France est un pays dynamique et créatrice d'une multitude de valeurs et d'innovations. Eh bien, écoutez, professeur Kercher, je tiens à vous remercier pour votre gentillesse, pour votre participation et pour cet éclairage sur ce secteur d'activité.
qui est aussi complexe que prometteur, nous l'avons vu et entendu. Je tiens également à remercier chaleureusement mon amie le docteur Marine Claudin pour l'ensemble de ses tutos, pour sa pédagogie, ce qui m'a permis, enfin je l'espère en tout cas, de ne pas faire un hors-sujet durant ce podcast pour mes questions. Professeur Karcher, les mots de la fin vous reviennent. Écoutez, merci de l'invitation. Moi, vous avez peut-être compris, moi je suis absolument passionné par mon métier depuis presque 50 ans. Et l'idée, voilà, l'ADN, c'est comment on fait pour accélérer de la recherche à la mise aux applications cliniques. Et on a vécu toute cette histoire de la création d'Encyclotep, le développement d'Encyclotep et maintenant Proterium. Donc on a une belle histoire à raconter. Et le dernier mot, c'est que je tiens encore à souligner l'accompagnement bienveillant, constant que nous avons eu de nos collectivités territoriales. On ne va pas citer tous les acteurs parce qu'on en oublierait, mais ils vont tous se reconnaître. Ce sont les présidents et les vice-présidents de nos collectivités territoriales depuis plus de 20 ans, qui ont toujours été derrière nous et qui ont accompagné ce projet. Et sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc j'ai une part de responsabilité, je le confesse, mais eux aussi, il faut leur reconnaître le fait de nous avoir accompagnés et d'avoir été inventifs, y compris dans le montage. Dans le montage qui est très original. C'est ça qui a rendu tout possible. Voilà, c'est remerciement à eux. Alors, bravo à eux et bravo à vous. Et puis, je profite de ce moment pour vous soumettre l'idée de refaire un podcast quand le projet sortira de terre de Proterium. Ça nous donnera l'occasion de nous revoir et de faire un focus là-dessus, parce que je pense que sur ce projet-là, il y a encore aussi une multitude de choses à dire. Et voilà. Donc, si tout se passe bien, début 2027. Avec plaisir. Super. Merci, professeur. Merci, professeur Karcher.